Je lève et bonsoir, bonsoir aux intervenants déjà. Bonsoir Konya, bonsoir Razak, bonsoir France. Je ne vous entends Bonsoir, pas. bonsoir. Bonsoir, Ok. Hawa. Bonsoir. Je pense que on va se donner quelques minutes pour voir. Là, je vois une personne connectée. On va voir si d'autres nous rejoignent avant de commencer ce live. De commencer réellement ce live puisqu'on est déjà en ligne. Ok. Je vois Edith en démarre. C'est depuis l'Afrique du Sud quelqu'un qui demande le lien pour suivre le live. Dans 4 minutes, nous allons démarrer. Le lien pour le live, c'est le lien de la page. Je vous envoie aussi le lien du live qui est déjà disponible. Ok. Démarrer. Le lien pour le live, c'est le lien de la page. Je vous envoie Tu l'envoies. on va demander Juliette va nous envoyer ça. Donc, dans 3 minutes, on commence. Ok. On a eu quelques soucis techniques qui ont fait qu'on ne commence que maintenant. Et déjà, on s'en excuse pour le léger retard. On s'excuse pour le léger retard et je pense que tout est rentré dans l'ordre maintenant. Dans 2 minutes, on va commencer. Déjà, bienvenue à ceux qui sont connectés, qui sont avec nous. On est déjà 15 environ. Hein. Merci d'être au rendez-vous. Merci d'être là avec nous pour découvrir au-delà de ce qu'est l'agroécologie, ce que réellement cela peut vous rapporter en termes de rentabilité. Dans 1 minute, on va commencer. Rebonsoir à tous. Bienvenue aux internautes qui nous suivent. Merci d'être au rendez-vous. Eh bien, nous sommes au numéro 2 de l'Agro Bootcamp Time. C'est un cadre que nous avons mis en place au niveau du projet Agro Bootcamp pour réellement amplifier la diffusion de tout ce qui est connaissance autour de l'agroécologie, puisque c'est un autre leitmotiv au niveau de l'Agro Bootcamp. Donc, c'est le numéro 2. Et pour ce numéro 2, nous allons parler de la rentabilité de l'agroécologie. Est-ce que l'agroécologie est rentable? Et pour ça, nous sommes avec des entrepreneurs qui sont dans l'agroécologie depuis quelques années et qui vont partager avec nous leur expérience
Je rappelle que pour le premier numéro, on a présenté Agro Bootcamp. C'était avec le coordinateur Tanguy Nikobu. Et le lien est disponible sur cette page Facebook-là. Donc, il suffit de descendre, vous allez retrouver le live de Tanguy Nikobu. Alors, je m'excuse, je me présente. Moi, c'est Awanabi Idrissou. Je suis chargée de la modération de cette discussion. Je suis journaliste, agri-blogueuse. Je blogue sur agriouf.com où on parle de jeunes entrepreneurs agricoles. Sans plus tarder, je vais permettre aux intervenants de se présenter aussi. On va commencer, on va être galant, on va commencer par la dame. Je te donne la parole. Je pense que ton micro n'est pas activé. En effet. Bonjour tout le monde. Je me nomme Marie-Stella Olaïtan Cognan. Je suis ivoirienne et je suis la directrice des établissements Le Fier. Les établissements Le Fier sont composés d'une micro-ferme bio calquée sur le modèle de la permaculture et un concept store qui valorise les produits locaux ivoiriens et des objets de créateurs. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très contente de participer à ce moment en votre compagnie. Merci. On est aussi content de d'avoir pu t'avoir sur ce live. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je passe maintenant la parole au grand Razak de Burkina Faso pour qu'il se présente aussi. Alors, donc, merci beaucoup. Moi, c'est Razak Belémégré. Voilà, je suis paysan africain burkinabé de nationalité. Alors, donc, je suis agroécologiste de naissance, je le dirais. Je suis également le directeur du centre de formation et de recherche de l'association Béonéré. Donc, avec plaisir, ce soir, je serai avec vous pour partager mon expérience. Merci. Merci pour ta présentation. Et maintenant, France, c'est à toi. Alors, bonjour à tous les internautes. Merci d'être présents pour le live. Alors, moi, c'est Franz de Dravo, fondateur des Jardins d'Ébène au Bon, une ferme agroécologiste qui pratique de la polyculture et avec d'activités, à savoir élevage, agroforesterie et transport. D'accord, merci beaucoup et pour la présentation. Nous allons essayer de partager aujourd'hui. On a un petit décalage avec France. France, tu es là? Oui, je suis là. Non, juste un petit problème technique. Non, mais allez-y, allez-y. On peut continuer ou tu termines ta présentation? Non, vas-y, allez-y, continue. C'est juste la petite qui... Ok, d'accord. Merci. C'est sûr que dans les discussions, on aura le temps de mieux te connaître aussi. Alors, je suis sûre que lorsqu'on a parlé d'agroécologie, il y a des novices, il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui ont entendu le mot pour la première fois. Alors déjà, permettez qu'on aide ces personnes-là à comprendre ce qu'est l'agroécologie. Et pour cela, je pense toujours qu'on va commencer par la dame qui fait une spécialité, bien sûr, dans l'agroécologie. Konya. Toujours ton micro. Oui. Donc, comme Awa a su le dire, je fais de l'agroécologie, mais plutôt de la permaculture. Donc, c'est un autre domaine de la permaculture. Donc, j'aurais peut-être préféré que ce soit Razak, qui est quand même plus centré sur l'agroécologie, qui donne une version de l'agroécologie. Et moi, je pourrais vous montrer mon domaine qui est la permaculture, qui est une branche aussi de la permaculture, si vous me le permettez.
Donc, sans transition, on passe la parole à Raza qui va nous dire c'est quoi l'agroécologie qu'il pratique depuis quelques années déjà. Alors, merci bien, Awa. J'ai la parole. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'agroécologie, c'est une pratique qui vise vraiment à produire sans détruire la nature. Voilà, une définition simple de l'agroécologie. C'est une pratique qui vise à produire sans détruire la nature, c'est-à-dire en prenant en compte tous les concepts environnementaux, en protégeant évidemment la nature, tout ce qui est en lien avec la nature, tout ce qui est en lien avec l'environnement. Mais si nous allons un peu plus loin, profondément pour définir l'agroécologie, on peut dire tout simplement que l'agroécologie est un mode de vie. Voilà, un mode de vie et non un effet à la mode. Alors, c'est un mode de vie, un ensemble de pratiques de production sans utilisation d'intrants chimiques de synthèse. C'est-à-dire, et quand on parle de mode de vie, tout en combinant avec bien sûr des pratiques, il ne s'agit pas seulement de l'agriculture, mais il y a aussi de l'élevage, de la pêche, de la chasse et de l'artisanat. Et même l'être humain a un comportement agroécologique. Donc, nous ne devrons pas nous arrêter seulement dans la vision d'une pratique. Non, pas seulement une pratique, mais aussi un mode de vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle utilise les techniques locales, c'est-à-dire les techniques locales de nos grands-parents, inspirées par les lois de la nature, en combinant les savoir-faire traditionnels et les savoir-faire, bien sûr, scientifiques, avec des innovations écologiques en visant l'atteinte de l'autonomie paysanne, la souveraineté alimentaire et la santé, bien sûr, des populations. Donc, de façon grosso modo, c'est ça l'agroécologie. Donc, prenez ça dans deux concepts. L'agroécologie, c'est produit, oui, mais il y a aussi un mode de vie, c'est-à-dire un mode de vie du producteur, un mode de vie du consommateur qui rime bien sûr avec ces pratiques pour donner l'agroécologie, tout en gardant la vision du concept général, l'agriculture, l'élevage, la pêche, voilà. Donc, on peut dire aussi que c'est égal à une pratique qui vise évidemment à produire sans détruire. Donc, ce qui veut dire sans utilisation d'intrants chimiques de synthèse. Oui, je pense que c'est bon. On vous entend pas, Awa? Ah, désolé. Ah ouais, on t'entend pas. Je disais merci beaucoup à Razak pour cette définition assez complète de l'agroécologie. Alors, je ne sais pas si Franz a un complément à faire ou un élément à ajouter par rapport à cette définition qui est assez détaillée de l'agroécologie. Ben, je pense il a plus ou moins détaillé dans l'ensemble l'écologie. Ma propre définition de l'agroécologie, moi, c'est un ensemble de pratiques d'agriculture durable en totale symbiose avec la nature, dans le but de produire de manière saine, respectueuse de l'environnement et de la santé. Voilà en gros ce que je peux dire. D'accord. Olaïtan, on va te laisser la parole pour peut-être mettre l'accent sur la permaculture à laquelle toi tu es spécialisé. Donc, en gros, Razak et Franz l'ont très bien défini l'agroécologie. Moi, je me place du côté aussi de la permaculture. Et c'est vraiment un style de vie, une philosophie, comme Razak le disait, où on a comme principe de prendre soin de la terre, de la nature, prendre soin des hommes et partager équitablement. Donc, la permaculture, elle, va, comment je peux dire cela, c'est un système de culture qui va vraiment prendre exemple sur le fonctionnement de la nature en termes d'agriculture, et elle va aussi se décliner sur
tout le fonctionnement de la vie, parce que de permaculture, on parle d'agriculture permanente. Donc, dans l'habitat, dans l'énergie, dans l'alimentation, comme l'agroécologie, on va intégrer ce système de pensée, de fonctionnement avec la nature, tout en respectant les éléments. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a largement défini ce qu'est l'agroécologie. Et comme l'a dit tout à l'heure, on l'a été connu à la permaculture, fait partie de l'agroécologie. C'est bien ça, parce qu'il y a une question qui est déjà là. Quelle est la différence entre l'agroécologie et la permaculture? Oui, c'est comme, oui, c'est une branche de l'agroécologie qui a certains principes, mais qui se rejoignent à tous les coups. Voilà. D'accord. Alors, on vient maintenant au vif du sujet. L'agroécologie est-elle rentable? Est-ce que moi, jeune, qui voudrais me lancer dans l'agriculture, est-ce que c'est une option assez pertinente financièrement pour moi? Je pense que la question intéresse plus d'un. Et pour répondre, je vais commencer par Razak, qui va nous dire réellement ce qu'a constitué jusque-là l'agroécologie dans sa vie. Comment ça s'est passé et comment il arrive à en vivre. Alors, donc, merci bien, Awa. Il faut dire que la question, il faudrait préciser aussi qu'un jeune qui veut se lancer sans moyens, voilà, c'est vraiment la particularité aujourd'hui de l'agroécologie. Parce que quand on n'a pas les moyens, il est plus facile d'aller, voilà, vers une vision agroécologique qu'une vision d'agriculture conventionnelle à l'échelle industrielle. Est-ce que tu vois? Maintenant, moi, à mon niveau, évidemment, je pourrais dire que l'agroécologie, depuis que je l'ai commencé, voilà, je l'ai commencé quand j'avais 14 ans, quand même, voilà, à entreprendre dans le domaine de l'agroécologie, en faisant un peu de l'entrepreneuriat vert, etc. Il faut dire que si ça me motive aujourd'hui à rester toujours dans la vision que je suis, c'est qu'un temps soit peu, je pense que ça nourrit son homme, ça nourrit son agroécologie et ça mérite quand même beaucoup de réflexion pour moi-même et bien sûr pour d'autres jeunes qui veulent se lancer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de moyens pour se lancer en agroécologie. Ce n'est pas nécessaire. Si je vous dis à quels moyens, avec quelles ressources j'ai utilisé pour commencer l'investissement, beaucoup ne vont pas croire. C'est moins de 50 000 francs. C'est moins de 50 000 francs que j'ai commencé à entreprendre. Mais ne voyez pas ça sur une grande superficie qu'on doit forcément emblaver pour commencer l'agroécologie. Non, c'est pas ça. Avec un 100 mètres carrés, on peut bien sûr, évidemment, se nourrir proprement à travers l'agroécologie. Prenez tout simplement 100 mètres carrés, vous pouvez vous faire sortir ne serait-ce qu'une soixantaine de planches, voilà, de 3 mètres sur 1 mètre 50 de largeur. Et ne serait-ce que si vous appliquez une spéculation. Je vous prends le cas, par exemple, du chou-fleur ou de la laitue frisée. 60 planches de 3 mètres de longueur et d'1 mètre 50 de largeur. Et si une planche vous coûte seulement 10 000 francs, les 60 planches peuvent vous coûter combien en espace de 45 jours, c'est-à-dire de la pépinière jusqu'à la récolte. Donc, facilement, si nous partons effectivement sur cette lancée, je pense que beaucoup Razak, un petit souci apparemment. Allô? Bon, en attendant qu'il revienne, on va continuer à répondre à la question avec France. France Oui. qui a les jardins d'Éden au Gabon. Alors, au sujet de la rentabilité au niveau de l'agroécologie, comme le disait si bien Razak, aujourd'hui, pour un jeune se lancer dans l'agroécologie, il n'a quasiment pas besoin de grands moyens, si ce n'est que d'avoir principalement des terres et un peu d'eau.
avec 5 000 francs, il peut se lancer, aller au marché, récupérer des graines qui ont été balancées et semer. Alors, moi, la rentabilité en agroécologie, je la situe au niveau des cultures que l'on pratique. À savoir qu'en agroécologie, on pratique généralement ce qu'on appelle l'association de cultures. Donc, contrairement à l'agriculture conventionnelle, qui, elle, favorise la monoculture, en agroécologie, on favorise beaucoup plus la polyculture. Donc, en association de cultures, sur une planche d'1,10 m, par exemple, on a la possibilité de planter, par exemple, des carottes, des poireaux et des petits pois. Donc, entre chaque rang, tout est optimisé au niveau de l'agriculture. Ce qui fait que sur une surface de 400 mètres carrés, on peut largement, mais largement, faire ressortir de grandes productions. On n'a pas besoin de grands moyens. La rentabilité est toujours au rendez-vous au niveau de l'agroécologie. La rentabilité est toujours au niveau de l'agroécologie. Je ne sais pas, à ton niveau, par exemple, suppose que tu arrives largement à subvenir à tes besoins. Comment ça se passe au niveau de l'entreprise aussi? Est-ce que c'est de la même manière que tu arrives à y subvenir aussi aux besoins de l'entreprise? Comment ça se passe? Alors déjà, il faut dire que je n'ai pas eu à mettre de grands moyens pour me lancer. J'ai eu la chance déjà d'avoir un terrain. J'ai juste eu à prendre quelques semences et me lancer. Depuis quand? Donc, au niveau de... Alors, moi, ça fait juste 1 an que je me suis lancé. Donc, j'ai une... parce qu'il faut aussi dire que tout dépend du pays où l'on se trouve. Moi, je me trouve au Gabon. Je ne sais pas si c'est pareil en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Bénin. J'ignore comment ça se passe. Au Gabon, toujours est-il que l'engouement pour les produits bio est très, très fort. Donc, du coup, quand je me suis lancé, j'ai eu une demande accrue qui m'est tombée dessus et dont je n'ai même pas pu satisfaire. Donc, pour vous dire déjà que avant même de faire des semis, juste en diffusant des messages, j'ai eu un retour assez positif. Donc, moi, à mon niveau, j'ai pu, pour le peu de temps que j'ai eu à faire, j'ai pu avoir une très bonne rentabilité. D'autant plus que, comme je vous dis, je n'ai pas, franchement, au départ, je dirais peut-être avec, j'ai peut-être mis 20 000 francs pour des. J'avais déjà tout sur. J'avais déjà tout pour me lancer. Donc, le niveau de la rentabilité, je n'ai eu aucun souci là-dessus. J'ai juste eu à pratiquer, comme j'explique, une association de culture qui puisse me permettre d'avoir de gain d'espace, un gain d'espace, donc une réduction au niveau de l'apport de matière organique pour me permettre un meilleur rendement. Ok. Et tu as commencé par quelle spécificité? Est-ce que c'est le maraîchage? Est-ce que c'est l'élevage? Par où tu as commencé? Alors, j'ai commencé par... Voilà. J'ai commencé donc par le maraîchage. Et à savoir qu'en agroécologie, il est utile d'associer, pour réduire justement les coûts, il est utile d'associer le maraîchage, par exemple, à de l'élevage pour être complètement autonome au niveau des matières organiques pour pouvoir amender le sol. Donc, moi, j'ai commencé par le maraîchage et progressivement, je suis en train d'aller vers l'agroforesterie. D'accord, très bien. Tu vas vers l'agroforesterie. Razak est revenu, nous a rejoint. Mais en attendant, je passe la parole à Konya pour qu'elle nous fasse aussi un partage d'expérience. Est-ce que l'agroécologie est rentable? Est-ce que jusque-là, depuis quand elle a commencé, est-ce que c'est aussi avec un minimum comme France qu'elle a commencé? Raconte-nous un peu.
Donc, à mon niveau, il faut dire que, comme Franz l'a dit, il faut avoir une terre quand même. C'est le plus important. Et le fait d'avoir sa terre et de pouvoir aussi diversifier. Parce que ce qui va faire la force d'une personne qui fait de l'agroécologie ou de la permaculture, c'est sa diversification dans les cultures, sa diversification dans l'offre qu'il va donner à sa clientèle. Et c'est sur ça que moi, j'ai joué dès le début. C'est-à-dire que je fais du maraîcher, j'ai un poulailler, et aussi je m'étends aussi sur de la transformation. Voilà. Donc, à la base, moi, c'est une micro-ferme, donc je n'ai pas des hectares, comme certains agriculteurs qui ont des hectares. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, sur 2500 mètres carrés, j'ai une micro-ferme du coup, j'arrive à m'en sortir. C'est-à-dire que les intrants sortent du poulailler, ils sont transformés en compost ou en bokashi pour nourrir mes plantes. J'ai cette possibilité aussi de vendre mes poulets, d'avoir des poules. Il y a des formations. Comme Razak le disait, l'agroécologie ou la permaculture, c'est utiliser des sciences anciennes et des innovations aujourd'hui pour pouvoir travailler. Donc, nous, on fait des formations, on développe aussi des applications. Donc, j'ai essayé d'adapter vraiment, avoir une version vraiment contemporaine de l'agriculture, de l'agroécologie aujourd'hui. Donc, du coup, avec cette petite surface, on arrive à produire, à transformer. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire encore en termes de rentabilité aujourd'hui? Puisqu'on est en perpétuelle transformation, moi, je ne prends rien pour acquis et je considère qu'aujourd'hui, le monde évolue tellement vite qu'il faut s'adapter. Donc, nous sommes adaptés. La ferme, elle a 3 ans d'existence parce qu'il a fallu faire un travail du sol, un travail du lieu, parce qu'en permaculture, on parle beaucoup de design, d'orientation des champs, l'orientation du lieu de vie et de beaucoup de choses. Donc, on a dû au moins travailler la terre pendant 1 an, travailler le lieu pour qu'il soit à sa rentabilité optimum. Et là, on n'en est pas encore même. Et chaque jour, on essaye de développer ce concept-là. Donc, il y a 1 an, nous, on a ouvert le concept store, qui est une vitrine de la ferme. Donc, où on vend des produits bio, parce que du coup, nous, on n'utilise pas d'intrants chimiques et tout, on est vraiment dans le bio, donc on vend ces produits-là. Et on vend aussi des produits d'autres agriculteurs, mais qui sont transformés. Donc, en étant une vitrine, on montre aux agriculteurs que c'est possible de le faire et qu'ils peuvent aussi, s'ils suivent ce chemin, on peut être une vitrine aussi pour eux. Donc, on ne pense pas qu'à la ferme du fier, mais on essaye vraiment de fédérer des agriculteurs, des gens qui sont vraiment intéressés par la chose et leur donner une visibilité et leur donner une formation derrière. Donc, comme on le disait, c'est vraiment un style de vie. C'est pas du genre, parce que le terme rentabilité même, il me dérange parce que l'agroécologie, la permaculture, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est dans le temps, qui évolue avec le temps. La rentabilité, c'est quelque chose c'est le capitalisme. Le capitalisme avec tout son fonctionnement. Aujourd'hui, si toi tu veux te lancer, comme Franz se disait, c'est vrai, moi je me suis lancée avec une terre et peut-être même, j'avais même pas 100 000 francs, quoi. J'avais l'envie, j'avais l'amour de la terre. Je venais je venais d'études en design, décoration d'intérieur, donc rien à voir, côté artistique. Et ça commençait à me prendre comme ça, l'histoire de la terre. J'ai commencé à planter dans mon jardin un peu. Et puis à un moment, j'avais plus de place dans mon jardin. Je me suis dit, bon, j'ai besoin d'une terre. J'avais une terre. J'ai commencé à planter là-bas. Et je suis allée en autodidacte, je me suis formée. Et au fur et à mesure, j'ai acquis de l'expérience. Là, aujourd'hui, on est à 2 personnes effectives sur la ferme.
employés effectifs et une personne au magasin. Et au fur et à mesure, avec l'acquisition aussi d'autres terres, nous sommes en train d'évoluer. Et donc, ce que je veux dire, comme par exemple la préparation de la terre a duré 1 an, aujourd'hui, en agroécologie, il faut voir la rentabilité sur des années. Si toi, tu as une terre, que tu fais de l'agriculture conventionnelle, là, dans 10 ans, ta terre, elle est morte, tu n'en tires rien. Parce que tu as mis des pesticides, tu as mis plein de choses. Et vraiment, aujourd'hui, tous ceux qui font, par exemple, moi, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'agriculture, mais qui n'achètent même pas de terre. Ils la louent. Parce qu'ils savent que même à la fin, là même, là, ils ne pourront pas donner cette terre-là en héritage à qui que ce soit, puisqu'elle sera morte. Après, la limite, vous la mettez, vous allez la vendre pour qu'on fasse des habitations dessus, mais vous ne pouvez pas la vendre. Alors qu'en agroécologie, ta terre, elle se bonifie. Donc, ta rentabilité et tout ce que… donc, il faut voir à long terme. Donc, c'est vrai que dire aux gens, oui, c'est rentable, d'accord, c'est rentable, mais il faut… quelle est ta conception de la rentabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est te dire, bon, tu vas avoir 2 millions, 3 millions ce mois-ci, d'accord, tu as ça, mais c'est mieux d'avoir 1 million chaque mois pendant 50 ans ou bien 60 ans, vous voyez? Donc, c'est sur cela que nous travaillons, vraiment toujours développer des nouvelles opportunités, faire des expériences, apprendre, partager. Et je crois que c'est en ça que la rentabilité, elle peut être quantifiée et se dire que vraiment, on fait quelque chose qui est rentable, quelque chose qui est gratifiant, où on est en train de faire du bien à la terre, de faire du bien aux gens et puis évoluer sur quelque chose sur un futur sain pour nous et pour nos communautés. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que je vois. D'accord, merci Olaïtan pour ta réponse. Mais tu as parlé de produits. Au niveau de ta ferme, par exemple, parce que quand on parle de rentabilité, c'est réellement pour faire comprendre aux gens qui peuvent faire ce qu'on appelle l'agroécologie et en vivre. Et dans ce sens, il faut forcément avoir quelque chose de crédible à offrir aux gens. Quelque chose de crédible à offrir aux gens. Donc, réellement, quels sont les produits, par exemple, dans ta boutique que tu offres? Et sur le terrain, toi, tu es en Côte d'Ivoire, par exemple, qu'est-ce qui marche le plus, qui s'écoule le plus, pour inspirer aussi d'autres personnes qui aimeraient se lancer? Ok. Donc, oui, je vais dans votre sens. Hein. C'est rentable. Moi, je trouve que c'est une activité qui est très rentable. Aujourd'hui, moi, je fais du maraîcher. Donc, j'ai des paniers que je propose à mes clients 1 fois par semaine, selon les saisons. Ensuite, il y a les produits qui ne partent pas, qui ont du mal à être écoulés, ou bien les produits qui sont à contre-saison. On va aller sur des conserves. Donc, par exemple, on va faire des confitures, des pâtes de piment, pâtes de tomates. Donc, ça, c'est écoulé à la boutique. Et là, du coup, ces conserves-là, elles sont vendues toute l'année par anticipation, du coup. On ne va pas attendre d'avoir de la tomate pour vendre. Donc, on a des produits dérivés qui vont permettre dans la durée de pouvoir s'en sortir. Est-ce que je réponds assez bien à ta question ou tu as besoin d'autres… Si, c'est assez clair. C'est assez clair. C'est un peu ce que je voulais qu'on perçoive aussi à travers ta réponse. Je vais poser la même question à Zach. Je sais qu'il fait de la fraise, qu'il fait du maraîchage. Quels sont les produits qui s'écoulent le plus? Qu'est-ce qui marche au Burkina Faso? Et comment toi-même, à ton niveau, tu peux profiter pour terminer, puisque tu n'avais pas fini aussi ce que tu disais tout à l'heure, avant de répondre à la question. Bon, je préfère commencer par la question parce que j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. D'accord. Alors, donc, il faut dire qu'au Burkina Faso, tout marche. Tout marche, tout s'achète bien. C'est à nous maintenant de savoir planifier
faire face au marché. Donc, alors, il ne faut pas produire en tenant compte du marché, mais il faut étudier le marché avant de produire. Voilà. Donc, il ne faut pas produire et aller chercher le marché. Donc, aujourd'hui, tous les produits agricoles au Burkina marchent nettement mieux. Et je dirais que partout en Afrique, ce serait normalement la même chose. Il faut produire les produits au moment où les gens veulent. Voilà. Et aujourd'hui, au Burkina, moi, j'ai la chance de produire pas mal de diversité de produits. Je suis à 21 spéculations. Voilà. Je dirais 22 spéculations actuellement que je produis. Et la spéculation à travers laquelle quand même beaucoup m'ont connu, c'est la fraise. Mais je dirais que la fraise ne représente peut-être que un quart de ce que nous faisons en termes de production sur les 22 spéculations. Donc, il y a quelque chose qui paye mieux plus que la fraise. Mais les gens pensent que c'est la fraise qui paye mieux. Non, tout se paye en fonction du temps. Alors, il faut produire au moment où les gens veulent. Il faut avoir un bon calendrier culturel. C'est ce qu'on en a besoin. Vous allez produire, par exemple, du chou-fleur. Actuellement, il n'y en a pas. C'est la période que les gens veulent effectivement. Et au même moment, quand tu arrives à produire sur 100 mètres carrés, ça vaut mieux que quelqu'un qui produit en janvier sur 1 hectare. Parce que tu auras un prix quand même raisonnable par rapport à celui qui va produire au moment où c'est la période de surproduction. Donc, je produis notamment la fraise, les choux-fleurs, les radis, les betteraves, les navets, les coriandres, les poireaux, etc., les petits pois, tout ça, j'en produis. Et actuellement, ce qui fait vraiment carton, c'est les fraises, c'est les petits pois et quelques légumes dont je vous parle. Aujourd'hui, à travers ce produit, il faut dire que ça s'achète bien. Alors, nous avons entamé le concept des paniers à domicile, voilà, des AMAP, c'est-à-dire des livraisons, constitution des paniers de légumes pour la livraison à domicile. Ce qui est beaucoup apprécié par les clients parce qu'ils sont toujours satisfaits de voir leurs légumes à côté plus proche d'eux. Un livreur qui s'occupe de la récolte des légumes et qui vient livrer devant ta porte. Donc aujourd'hui, les gens ont tendance à aimer vraiment cette pratique-là. Ça fait que nous n'avons aucun problème actuellement au niveau de la production parce que nous avons tout simplement pu travailler sur notre calendrier de production. C'est ce qui devrait être maîtrisé par la plupart des producteurs. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est rentable. L'agroécologie est rentable. C'est à nous maintenant de savoir faire de trouver de nouvelles stratégies pour pouvoir adapter l'agroécologie ou encore l'agriculture face à ceux qui en veulent vraiment. Donc, si je reviens là-dessus, sur la même question qui posait, est-ce que l'agroécologie nourrit le monde? Est-ce que l'agroécologie... bon, je pense que cette question vient de... vous avez fait passer la question, mais de toute façon, je vais répondre à cette question. Il faut dire que l'agroécologie, que ça soit... Awa, oui. Voilà, donc alors, il faut dire que l'agroécologie aujourd'hui peut arriver à nourrir le monde. Je prends tout simplement, la personne a posé la question en tenant compte du concept africain. Aujourd'hui, nous sommes combien en Afrique qui pratiquent l'agriculture? Voilà, c'est la même question que je repose à cette personne. Nous sommes, au Burkina par exemple, nous sommes à plus de 80%. Et les 80%, la majorité sont des jeunes. Alors, et cette majorité doit produire et se nourrir elle-même. Donc, normalement, l'agroécologie pourrait répondre aux problèmes de famine et aux problèmes d'autosuffisance alimentaire et arriver à produire et nourrir cette population. Je prends toujours des idées, voilà, déjà dépassées, mais quand même qui tient, je le dirais. Quand vous prenez dans les années 87, 82, de 83, 87, quand même le Burkina Faso a pu atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est à travers l'agroécologie. Aujourd'hui, vous partez au Cuba. La majorité sont des agriculteurs, sont ceux qui pratiquent l'agriculture biologique, sont ceux qui pratiquent l'agroécologie. Mais ils sont quand même parmi les pays au monde qui se nourrissent bien. Donc, je pense qu'à notre niveau, c'est d'essayer d'adapter en tout cas notre environnement pour en faire de l'agroécologie. Et moi, je pense que c'est possible. Qu'est-ce qui ne pourrait pas arriver à changer le monde aujourd'hui? Tout est possible. Prenez tout récemment Covid. Est-ce que nous, on vivait comme ça? Mais en espace de 24 heures, toutes les nations du monde ont dû s'adapter. Pourquoi pas nous ne pourrons pas nous adapter aussi en pratiquant l'agroécologie et en nourrissant le monde avec? Merci. Merci Azak pour la réponse.
qui va en même temps en concordance avec, je vais lire, en termes de rentabilité, il faudrait être passionné. Faudrait être passionné, oui, on se lance dans un business pour se faire de l'argent. Mais il faudrait être passionné. Et est-ce que c'est votre avis aussi sur la question? Je peux prendre la parole? Oui, Razak. Alors, donc je pense que nous devrons faire la part des choses entre faire le business et son argent, faire du business pour avoir de l'argent en un temps record et faire aussi de l'agro-business ou encore de l'entrepreneuriat agroécologique. C'est quelque chose que nous devrons nous poser cette question. Moi, par contre, si je veux me faire de l'argent demain, je sais là où investir. Je peux investir dans le commerce. Je peux avoir investi aujourd'hui 100 francs pour avoir 500 francs demain. Mais en agriculture, il faut que tu sois passionné. En agroécologie, ça demande quand même une passion. Voilà. Et cette passion, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir de l'argent. Ce n'est pas possible. En fait, l'agroécologie comme l'agriculture, c'est un processus. Ne visons pas l'argent qui est le résultat. Si vous passez du résultat, vous allez toujours échouer. Il faut partir de la base qui est le processus, comment atteindre l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut être passionné, il faut travailler le sol, il faut travailler en adéquation avec le sol, il faut aimer la nature. C'est ça l'agroécologie. Et sans doute, ça ne peut que vous donner de l'argent. Ça, c'est clair. Pour quelqu'un qui veut investir en agroécologie, il faut quand même qu'il se prenne du temps. 1 année, 2 ans, ne pensez pas que vous allez rentabiliser comme vous voulez. Ça peut vous prendre au moins 2 ans, 3 ans pour que ça puisse vous faire de l'argent. Merci. Merci, Razak. Est-ce que France ou Ola Etan voudrait faire un complément par rapport à cet aspect-là, la passion pour l'agroécologie? Oui, France. Je voudrais dire que, pour rebondir sur ce que Razak a eu à dire, pour faire de l'agroécologie, avant tout, généralement, vous allez le remarquer chez la plupart des agroécologistes, ce sont d'abord des passionnés. Il faut aimer la terre, il faut aimer la nature. Si on n'a pas de passion, si on vient juste pour se faire de l'argent, franchement, on n'a rien à faire en agroécologie. Parce que s'il faut aller sur la rentabilité, il faut cultiver plus pour faire de l'argent, faire du gaspillage, c'est mettre sa santé en danger parce qu'il va falloir pomper, booster les productions. Je ne pense pas que le business, rien que le business, le capitalisme ait sa place dans l'agroécologie. Pour ma part, je pense que la rentabilité, elle est relative. Moi, je juge ma rentabilité dans le fait que je puisse être uniquement autonome. C'est-à-dire, dans ce que je produis, même si je ne vends pas, je ne meurs pas de faim. Je me nourris de ce que j'ai produit. Donc, la rentabilité économique, oui, elle a une certaine part, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que la rentabilité économique. Le fait d'apporter une valeur, comment dire, d'apporter un plus à la nature, à ce qu'on fait au niveau des créatifs, c'est un tout, c'est pas juste économique. Ce n'est pas juste économique. Je pense que vous ressentez le fait qu'il faut être aussi utile à sa communauté et faire quelque chose avant tout qu'on veut réellement faire. On a la volonté de faire au-delà de tout. Est-ce que tu as un apport à faire par rapport à cela? C'est ça. Oui, vous savez, moi j'ai souvent des demandes de stage, donc j'ai des stagiaires qui viennent d'école et qui ont appris l'agriculture conventionnelle. Donc, ils sont déjà formatés. Et quand ils arrivent en agroécologie, parce que bon, il y a quand même un intérêt, je prends quelques mois déjà les déformater. Parce qu'ils sont dans des automatismes qui sont à l'encontre même de la productivité. Parce que
dans l'agriculture conventionnelle, on se bat tous les jours contre la terre, on se bat contre la nature. Ça, les herbes poussent, tu détruis. Tu arrives, tu passes un bulldozer, tu éteins toute la faune, la flore, et puis tu reprends un produit pour essayer de réveiller des plantes alors que tu as tout tué dans le sol. Vous voyez? Donc, ces jeunes-là, ils viennent et on se rend compte qu'il y a deux générations. Il y a la génération de nos grands-parents, de nos parents, et il y a cette nouvelle génération-là qui viennent, par exemple, par amour pour la terre, ou bien parce que ces écoles-là, c'était des voies de garage. Mais ils se disent, ah, c'est la dernière solution, il faut que j'aille faire quelque chose pour avoir de l'argent. Et c'est à ce moment-là que je dis, non, ça peut pas se passer comme ça peut pas forcément à long terme, sur le long terme, je répète toujours, sur le long terme, ça ne peut pas aller. Tu vas dire, bon, d'accord, mes parents au village, ils ont un carré, là-bas, donnez-moi un carré, je vais me débrouiller, je vais faire tomate. Excusez-moi, pour reparler en français ivoirien, que je vais faire tomate. Voilà, tu balances tes trucs là-bas. Et puis, bon, après, tu as un résultat, mais j'ai un résultat pour la tomate si tu es dans la période de la tomate. Alors que si tu, donc, du coup, où ça marche pas, parce que des fois, il y en a trop sur le marché, ta marchandise pourrie ou bien tu as un problème avec les attaques fongières ou bien fongiques, excusez-moi, ou bien des attaques d'insectes. Alors que si tu as fait la permaculture, je dis la permaculture ou l'agroécologie, et que, comme mes compères, mes compas le disaient, tu fais de la diversification, à tous les coups, tu vas réussir à t'en sortir. Alors qu'ici, quand quelqu'un dit il va faire la tomate, tout le monde va le suivre pour faire de la tomate, ou bien du piment, ou bien de l'oignon. Aujourd'hui, depuis que Razak fait de l'oignon, tout le monde veut faire de l'oignon. Voilà, mais est-ce que c'est le besoin aujourd'hui de ton pays ou bien de ta communauté? Vous voyez? Donc, je trouve que c'est important d'être passionné. Et donc, la passion, c'est d'accepter de se déformater et épouser vraiment si on te dit que ton métier là, c'est comme ça qu'on le fait et que c'est comme ça que ton métier il est valorisant et qu'il est bien et qu'il est en adéquation avec ce que tu es et en adéquation avec la nature, je trouve que c'est intéressant de s'ouvrir à ça et de pouvoir fonctionner dans ce sens-là pour pouvoir vraiment arriver à une rentabilité optimum. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça va aussi dans le sens de la définition de Razak tout à l'heure qui disait aussi que l'agroécologie, c'est une manière de vivre. Si c'est ta manière de vivre, c'est qu'il y a réellement une envie, une volonté, une passion derrière et que tu épouses et sur laquelle tu te bases pour faire grandir ton entreprise. Et je vais rebondir sur un aspect que Razak a abordé tout à l'heure. Il a dit qu'ils font de plus en plus des paniers. C'est dû peut-être à la situation actuelle qui est la crise sanitaire, qui tend vers une crise économique, bien sûr. Et justement, toujours dans le sens de la rentabilité, est-ce que vous pensez que cette crise-là est une opportunité pour nous, pour les gens qui sont dans l'agriculture, ou carrément une menace? Comment vous apercevez ça? Razak, tu vas commencer. Alors, merci Awa. Donc, je vais dire d'abord que cette crise-là, elle a bien impacté négativement comme positivement. À notre niveau, je ne pourrais que m'aligner aux autres pour dire que la crise, elle m'a impacté négativement. Mais au fond de moi, réellement, je sais que la crise, bon, je ne dirais pas positif, voilà. Mais j'ai pas ressenti quand même un aspect négatif à mon niveau. En termes de production, c'est vrai qu'en temps, nos frères ont eu des difficultés, mais c'est comme je vous l'ai dit, tout a été planifié. Tout a été planifié, donc nous nous sommes bien en sortis. Et cette crise, comme je l'ai dit, pour un producteur, normalement, ne devrait pas sentir quand même cette crise. Un bon producteur, un bon
un bon agriculteur ne devrait pas sentir quand même l'impact négatif de la crise. Parce que non seulement nous sommes confinés au champ, qui est d'ailleurs notre métier quotidien, nous sommes toujours au champ, voilà. De plus également, les gens courent partout dans les boutiques pour se chercher des aliments, des denrées pour se nourrir à long terme. Et nous avons de quoi à se nourrir sur place. Voilà. Donc, et en plus, la demande est devenue croissante parce que les gens ne font que demander, où trouver les produits. Et vous savez qu'en cette période, les frontières sont fermées, les produits ne viennent pas d'ailleurs, les légumes ne viennent pas d'ailleurs, mais plutôt de notre terroir. Ce qui fait que nous sommes vraiment inondés de commandes. Les gens ne font que commander, les gens ne font que demander où ils peuvent en trouver les produits. Et nous, moi, je dirais que c'est quand même une occasion pour nous, en tant que producteurs, de se prononcer et dire qu'à partir d'aujourd'hui, les gens devraient quand même, et c'est ce que les politiques devraient même réfléchir là-dessus, qu'à partir d'aujourd'hui, l'Afrique devrait produire. Par exemple, mon cas, je parlerai plus de mon cas. Au niveau de la ferme, nous avons entamé notre processus de livraison à domicile. Quelque chose qu'on faisait il y a 4 à 5 ans de cela. Est-ce que vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec la crise. Mais l'avènement de la crise, de la pandémie de Corona, ça fait que beaucoup se sont intéressés encore. Donc, on s'est vu, en tout cas, inondé, comme je l'ai dit au début, par des milliers de clients qui demandent les produits. Et ça nous amène même à anticiper sur notre planification culturelle parce que nous n'allons pas pouvoir maintenir comme ça jusqu'à 3 mois à venir. Ce n'est pas possible si nous n'arrivons pas à réadapter notre calendrier de production. Donc, un temps soit peu, moi, Razak, je ne pourrais pas dire que cette crise en tant qu'agriculteur, ça m'a impacté négativement de façon directe. Non. Donc, je dirais que ce serait plus positif que négatif parce que jusqu'à présent, mes commandes sortent, les paniers, ça se constitue du matin jusqu'au soir sans repos, quoi. Donc, le paysan est fier quand même. Merci Razak pour ta réponse. Avant de continuer, j'aimerais demander à ceux qui nous suivent, déjà les remercier d'être au rendez-vous. On a bientôt fait 1 heure et leur demander de partager ce live. Partager, ça pourrait être utile à tous ceux, à leurs proches, ceux qui sont autour d'eux, leurs amis sur Facebook et tout. Et d'aimer aussi, et d'aimer ce live parce que je suppose que réellement ils aiment. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous suivre. Si réellement ça leur apporte quelque chose, c'est le moment c'est la manière de le prouver, de nous soutenir aussi. Et il y a une question qui est là, qui dit comment se lancer quand on vit en Europe? Est-ce que c'est je ne sais pas si c'est un Africain qui vit en Europe, ça va être sûrement ça. Alors, comment se lancer quand on vit en Europe? Qui pourrait bien nous aider à répondre à cette question? France? Alors, moi, je peux, voilà, ça a été mon cas, parce que justement, je vivais en Europe et j'ai eu cette vision de retour au pays natal qui a fait que je suis allé me former. Parce que quand on est en Europe, on se pose 1001 questions, on se dit, bon, voilà au pays, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je peux vous assurer une chose, dans n'importe quel pays d'Afrique, il y a des opportunités. Et comme on dit, la terre ne ment pas. Moi, j'ai pris mes pieds, je suis parti au Bénin me former, parce que avant toute chose, avant de se lancer, il convient de se former. Même si on a Internet, on a des documents, je me suis documenté, mais il fallait que j'aille au niveau de la pratique. Moi, je suis allé me former au Bénin. Ça m'a apporté un énorme plus. Le fait de côtoyer d'autres personnes qui font dans de l'agriculture biologique a fait que j'ai eu ce désir qui m'a inondé et qui m'a convaincu que je pouvais me lancer dans l'agriculture au Gabon. Donc, mais mis à part cela, comme je tiens aussi à expliquer que chaque milieu est différent, que ce soit le Burkina ou la Côte d'Ivoire. Au Gabon, c'est complètement différent. Au Gabon, on est 1 million d'habitants sur un pays énorme où on est recouvert par 80% de la forêt et où les exportations de produits agricoles
nous proviennent essentiellement du Cameroun. Donc, on est complètement dépendant du Cameroun. Il y a le chômage qui pilule. Les jeunes, malheureusement, ne veulent pas se lancer dans l'agriculture, considérant que ce n'est pas un métier noble. Ils estiment que ça met trop de temps pour l'agriculture met trop de temps pour être rentable. Mais je dirais qu'ils se trompent. Ils se trompent parce que justement avec le Covid, la crise sanitaire qui sévit, avec la fermeture des frontières, les gens se sont retrouvés, je dirais, il y a certaines familles, les personnes qui vivent avec moins de 1000 francs par jour se sont retrouvées sur le carreau. Il y a eu des problèmes. Alors que si il y avait bon nombre de producteurs localement, je pense qu'ils auraient pu pallier à cette crise sanitaire. Donc voilà, il est très facile de se lancer quand on vit en Europe, mais par contre, on ne peut pas vivre en Europe et se lancer. Ça, ce serait, c'est se mentir. Si on veut vivre, parce que comme on dit, l'agroécologie, c'est une passion. On ne peut pas être en Europe, donner des ordres, non. Aller sur place, il faut vivre sur place et vivre cette très, très, très belle aventure. Voilà. Il faut être sur le terrain, autrement dit. Il faut être sur le terrain. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. D'accord, je ne sais pas, Razak, Konya, vous avez des compléments à faire par rapport à cette question-là? Non, je suis tout à Ben, fait. Pardon? je dirais même chose que Franck, une passion ne se vit pas à distance. La passion, on rejoint la passion et on la met en pratique, c'est tout, quoi. D'accord. On va poursuivre avec la question qui était sur la table, qui est par rapport au Covid. Est-ce que pour Konya, toi, par exemple, est-ce que c'est pour toi une opportunité ou une menace? Et aussi, quelqu'un qui aimerait se lancer maintenant, est-ce qu'il y a opportunité pour lui de se lancer maintenant? Bah, je crois qu'il y a d'énormes opportunités qui se profilent parce que déjà, on se rend compte qu'on est dépendant de l'extérieur par rapport à l'alimentation, par rapport à beaucoup de choses. Donc, les savoir-faire locaux sont, sont, sont vraiment demandés en ce moment. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut jouer sa carte. Il faut jouer sa carte. Là, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très riche dans l'agriculture, mais c'est une agriculture d'exportation. Donc aujourd'hui, si les agriculteurs ivoiriens ne peuvent pas nourrir la population ivoirienne, c'est un peu problématique. Et c'est ce à quoi, je crois, l'agriculteur doit tendre, c'est-à-dire pouvoir nourrir sa population. Et il y a un regain aussi des populations vers les produits sains. Très important. Quand moi j'ai vu au début, quand ça commençait, on défilait dans mon magasin beaucoup parce que nous, on fait du maraîcher, on fait aussi beaucoup des plantes médicinales et tout. Donc, ça défilait tous les jours pour acquérir ces produits, même des produits qui étaient toujours là devant leurs yeux, mais qui ne voyaient pas. Mais maintenant, il y a un regain. Donc, on revient toujours à la même question, on revient toujours au même sujet, c'est produire et produire dans la diversité. Produire des choses, même des plantes, il y en a certains qui disent qu'il y a des mauvaises herbes, il y a des plantes qui poussent dans la forêt comme ça, ou bien dans la savane. Et ces plantes-là, il faut les cultiver aussi parce que c'est ces plantes-là qui peuvent nourrir la population, c'est ces plantes-là qui peuvent soigner la population. Et donc, cette crise, c'est vraiment une remise en question de nos modes de fonctionnement, de nos civilisations, de notre culture. Et je crois que la culture africaine dans sa globalité a les moyens, a tout pour s'en sortir et pouvoir réinventer l'après-Covid. Voilà. Merci bien. Vous pouvez poser des questions, chers amis, vous qui nous suivez, vous qui avez pris le rendez-vous de ce live. Les intervenants sont là après tout pour vous, pour réellement répondre à vos interrogations, vos préoccupations. Donc, vous pouvez poser des questions. Il y a un commentaire, félicitations aux intervenants pour l'exposé, juste une préoccupation. Est-ce que l'agroécologie peut-elle
être considérée comme une agriculture modèle pour promouvoir l'économie verte, gage de développement durable? Enfin, quelle différence faites-vous entre l'agroécologie et l'agriculture biologique? Jacques, on va te passer Alors, la parole. Hein. merci. Donc, je réponds d'abord à la dernière question. Quelle différence faites-vous entre l'agroécologie et l'agriculture biologique? Alors, moi, par exemple, je suis, comment dirais-je, j'ai mon bac, voilà. J'ai mon bac ou encore j'ai mon BPC. Et aujourd'hui, vous me demandez, est-ce que Razak, tu as ton BPC? Je dis oui. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai mon BPC? Alors, c'est mon attestation, c'est mon certificat qui montre que j'ai mon bac ou mon BPC. Donc, pour ne pas aller trop en profondeur, c'est pour dire que l'agroécologie et l'agriculture biologique, c'est en quelque sorte un certificat qui prouve que votre produit est certifié. Mais si nous allons un peu plus large, c'est pour dire que l'agroécologie est au-delà, voilà, de l'agriculture biologique. Parce que vous prenez l'agroécologie un peu plus large. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir qu'en agriculture écologique, il y a plein de choses qui ne sont pas faites, mais alors qui sont faites au niveau de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, un tant soit peu, souvent on utilise quand même quelques outils qui vont vraiment à l'encontre de l'environnement. Alors qu'en agroécologie, quand on parle d'agroécologie, tout est vraiment étudié dans ce sens, c'est-à-dire de la sémence jusqu'à la consommation, ou bien si vous voulez même de la sémence jusqu'à la sémence, tout a été réglementé. Vous devriez produire vos propres sémences. Et n'oubliez pas surtout l'éthique, voilà, dont je viens de parler, un mode de vie. Voilà, donc c'est un comportement personnel. Je ne dirais pas que c'est une religion, l'agroécologie, mais c'est une façon de voir autrement les choses. Bon, je sais bien qu'en agriculture biologique, on peut s'étendre sur 20 hectares, 50 hectares. Moi, j'en ai vu. Mais en agriculture écologique, vraiment, il faut travailler en adéquation avec la nature, tout en sachant bien sûr que l'environnement, vous l'aviez emprunté de vos enfants, mais vous devrez aussi bien sûr bien la garder pour restituer à vos enfants. Donc, je sais qu'aujourd'hui, si nous allons débattre sur la définition de l'agroécologie et l'agriculture biologique, nous n'allons pas terminer la session. C'est vraiment des discussions que les gens continuent toujours à en discuter, mais c'est pour dire tout simplement que la différence qu'il y a entre l'agroécologie et l'agriculture biologique, moi, je le résume vraiment vers le certificat qui montre que effectivement ta production écologique, elle est bio, mais aussi en prenant compte de quelques paramètres dont je te dis. Le machinisme, par exemple, n'est pas vraiment vu du côté de l'agriculture écologique, de l'agroécologie, alors qu'en agriculture biologique, un tant soit peu, c'est aussi pris en compte, quoi. Voilà. Même quand vous prenez, par exemple, la sémence, il y a des normes en agriculture biologique qui vous permettent quand même d'utiliser des semences qui ne sont pas forcément biologiques, mais le système de production, les modes de production, vous pouviez utiliser quand même des techniques en agroécologie telles que les rotations, les associations, le compostage, les EM, etc. Mais ce produit serait considéré quand même qu'un produit comme un produit biologique. Alors qu'en agroécologie, je vous dis que c'est strictement quand même interdit pour ceux qui sont quand même au niveau 5 de l'agroécologie. Très intéressante ta réponse. Et est-ce qu'il y a des compléments de la part de France et Konya? Konya? Non, je crois qu'il a tout dit à mon niveau. Je crois qu'il a tout dit à mon niveau, je suis d'accord. D'accord. Surtout sur les intrants qu'on autorise en agriculture biologique. Il y a certains intrants qu'on utilise quand il y a des problèmes et tout sur la terre, et en agroécologie, on ne les utilise pas. Tout est naturel, il n'y a rien de chimique. Alors que dans l'agriculture biologique, avec les normes européennes ou les normes, il y a des pesticides qui sont autorisés. Très bien, merci. France, tu voulais aussi ajouter quelque chose? Oui, moi, je voulais juste ajouter, comme Razak l'a si bien expliqué, la différence entre le bac, avoir le bac et le BC. La différence entre l'agroécologie et l'agriculture biologique se situe, pour ma part, au niveau du fait qu'en agriculture biologique,
il faille remplir un cahier de charges. C'est-à-dire qu'il y a l'État, enfin, là où on se trouve, la fédération, met en place un cahier de charges qu'il faut remplir. Donc, cela ne veut pas forcément dire que c'est totalement bio. On peut accepter d'avoir des intrants chimiques à un certain taux, mais quand on est au niveau de l'agroécologie, le simple agroécologue, on ne tolère pas des intrants chimiques, des intrants de synthèse. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question est arrivée. Pouvez-vous nous partager votre expérience de lutte contre les insectes et les maladies dans le cadre de votre production agroécologique? Qui voudrait bien répondre? Alors, donc, pour répondre à cette question, pouvez-vous nous partager l'expérience de lutte contre les insectes, c'est-à-dire les ravageurs, les maladies dans le cadre de la production en agroécologie? Donc, il faut dire qu'en agroécologie, tout traitement ne vient pas systématiquement, non, parce que vous pouviez produire jusqu'à la récolte, à la consommation, sans autant faire une formulation de biopesticides pour lutter contre les maladies. Donc, ce qui veut dire que la nature à la nature, comme la voix de Lavoisier le dit, rien ne se crée, tout se transforme. Et prenez par exemple, si vous produisez de la fraise, c'est conseillé de ne pas faire la monoculture. Donc, vous pouvez facilement, l'association de la fraise à la tomate, ce sont des cultures amies. Voilà, ce sont des amis et ils peuvent s'entraider. C'est-à-dire qu'il y aura des ravageurs de la tomate qui viendront pour chercher la tomate et ils trouveront la fraise alors qu'ils n'aiment pas la fraise. Les ravageurs, c'est comme ça. Voilà. Ils visent un peu l'odeur, le goût, la couleur des plantes, tout ça, avant de venir. Et vous avez fait une association de cultures. Et quand ce ravageur arrive, il perçoit qu'il y a un autre ennemi qui se trouve déjà. Pourquoi venir consommer la fraise alors que la fraise a pour gardien qui est la tomate? Donc, vous voyez, c'est ça l'association des cultures. Les plantes amies, il faut essayer de les mettre ensemble. Et quand vous arrivez à maîtriser ce système, vous n'aurez même pas besoin d'utiliser que ce soit un produit de traitement biopesticide pour lutter contre aucun ravageur. Et aussi, il faut faire, il y a une lutte mécanique qui est là. Vous pouvez passer de la main, c'est-à-dire lors du passage sur le site, vous allez collecter les ravageurs. On n'a pas besoin de traiter parce qu'on a vu un ou deux ravageurs qui sont dedans. Vous allez prendre par exemple les caméléons qui se trouvent dans les sites. Voilà, ils jouent un rôle. Un seul caméléon peut vous ramasser plus de 1000 insectes en une seule nuit. Voilà, en espace de 6 heures. Donc, c'est comme ça on peut arriver à traiter, c'est comme ça on peut arriver quand même à lutter contre les insectes, contre les ravageurs en production agroécologique. Bon, aller au-delà de ça, il y a les produits de traitement il y en a énormément, je ne pourrais pas citer ici, il y en a pleinement de choses, de produits biopesticides qu'on peut utiliser pour lutter contre les ravageurs de culture. Le apichi, il y a le korolzanga, il y a les biopesticides, il y a les micro-organismes, tout ça, qui permettent quand même d'utiliser pour lutter contre les facteurs nuisibles internes comme externes. Mais en même temps, avant de lutter, il faut regarder le taux d'infection aussi de ces maladies. Souvent, on n'en a même pas besoin de lutter. Voilà, souvent, on n'en a pas besoin de lutter. Et également, il faut dire que pour une maladie ou encore des ravageurs, il faut tenir compte de l'aspect sol. Souvent, nous avons des sols que nous n'entretenons pas bien. C'est comme un enfant malnutri. Un enfant malnutri a toujours été malade. Ça, c'est clair. Un enfant malnutri est facilement exposé au paludisme, à n'importe quelle maladie qui arrive. Donc, il faut bien travailler avec la mère sol que vous devriez bien entretenir, bien enrichir en humus, etc., pour permettre au sol d'être quand même robuste et surtout avec des semences qui sont des semences de qualité. Bon, je ne pourrais pas polémiquer ici. Il faut dire que la sémence aujourd'hui que nous achetons, malheureusement, les semences importées, sont des semences qui viennent avec leur maladie. Elles viennent avec leur maladie. Et si vous prenez les catalogues des semences, on vous dit clairement, on vous dit clairement au niveau de la fiche technique, à telle période de la levée, il faut traiter avec tel produit. Il faut traiter avec tel produit insecticide. Donc, et si vous achetez une semence qui n'est pas de qualité et que vous voulez produire, c'est obligé que
on dirait que vous êtes en train de pirater le système de leurs semences. Ce n'est pas fait comme ça. Il faut forcément utiliser les produits, les insecticides, que ce soit naturel ou pas. Donc, ça veut dire que le traitement commence à partir du sol, de la semence, et le reste, maintenant, s'en suit, quoi. Si vous avez une bonne technique, de bonne qualité de semence et un bon sol bien entretenu, je pense que vous pouviez surpasser au problème de traitement sans compte tenu aussi des associations de culture, des rotations. Voilà, du paillage, tout ça, c'est quelque chose qui quand même permet à lutter contre les facteurs nuisibles externes comme maintenant. Merci, quoi. Merci beaucoup. Je crois que Azak a répondu amplement à la question et qu'on a déjà fait une de 13 minutes de live. On va penser à conclure. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas vite rejoints, on parlait de la rentabilité au niveau de l'agroécologie et les différents entrepreneurs qui sont là avec nous ont fait un partage d'expérience de ce que réellement l'agroécologie, comment ils le font et ce que ça leur euh, amène en retour euh, en termes de pécuniaire et au-delà. Donc, pour conclure, moi, j'aimerais bien que nous fassions une estimation, en fait. Si, par exemple, moi, j'ai 500 mètres carrés sur laquelle j'aimerais me lancer dans le domaine de maraîchage agroécologique, quel est le chiffre d'affaires? Comment est-ce que financièrement je dois m'organiser pour réellement réussir ce projet-là et à quoi devrais-je m'attendre à la fin? Quand je parle de maraîcher, bon, c'est votre domaine, vous savez que c'est les légumes essentiellement. Donc, à quoi devrais-je m'attendre puisque vous êtes déjà sur le terrain? C'est aussi bien que je sache réellement si c'est dans l'immédiat que je peux avoir un retour sur investissement ou c'est peut-être dans 1 an, 2 ans, que après plusieurs saisons, que réellement j'aurai un retour pour investissement. Et vous allez profiter aussi pour faire votre conclusion et par rapport à cette thématique-là. Donc, je vais donner la parole à Olaïtan. Bon, à ce niveau-là, moi, je dirais que on est en train de créer avec le FIE une application qui va répondre amplement à ce genre de questionnement. Donc, une application qui s'appelle le FIE aussi, qui est capable d'accompagner. C'est en fait, c'est un assistant de gestion agricole automatisé spécialisé en agriculture biologique. Donc, il est en préparation. Et donc, ça sera un outil assez intéressant pour les agriculteurs, pour ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'agroécologie. Et donc, pour conclure, j'ai été très honorée de faire ce moment avec vous et je vous souhaite une très bonne continuation dans vos activités. Et à ceux qui nous regardent aussi, en tout cas, si vous avez cette idée en tête, il faut foncer, il faut croire en soi, il faut croire en la terre et puis il faut croire en l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. France, à toi la parole. Alors, pour toutes les personnes qui voudraient se lancer, je voudrais dire que la rentabilité, elle dépend de plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, du sol que vous avez, lorsque on vous donne un sol, vous ne savez pas si ce sol il est riche ou il est pauvre, il va falloir l'amender. Il y a tout un tas de choses qui entrent en considération pour viser la rentabilité. Mais toujours est-il que pour atteindre la rentabilité, il faut mettre de la passion, il ne faut pas compter ses heures. Quand on entre dans le champ le matin, c'est-à-dire on peut en ressortir à 15h, 16h comme à 18h. Il faut avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Rien ne se perd, tout se transforme. L'Afrique c'est le continent le plus riche sur cette planète Terre. Nous avons des terres. Nous avons des hommes, de jeunes hommes. Nous avons tout. Aujourd'hui, du côté de l'Europe, tout le monde
les Occidentaux s'accordent à dire que l'Afrique sera le prochain grenier du monde. Alors, que faut-il faire? Et rester là et admirer les informations? Non. Il faut se lancer. Nous avons cette chance de ne pas avoir autant de sols pollués comme en Occident. Alors, l'agroécologie est le meilleur moyen pour nous de préserver nos terres. Vous savez, moi je viens d'un pays forestier. La forêt chez nous, elle est sacrée, comme dans la plupart des pays d'Afrique. Donc, préservons nos terres, préservons nos forêts. Voilà. Merci pour boucler la boucle, Razak. Tu as la parole. Donc, alors, je dirais la rentabilité sur 500 mètres carrés, en termes techniques, si tu as ta parcelle en espace de 6 mois, quand même, avec un investissement de 300 000, tu peux facilement rentabiliser, tout en mettant vraiment le paquet agroécologique avec 300 000 francs en espace de 6 mois. Je pense que chaque mois, tu pourrais te payer au moins ce 175 000 francs durant 12 mois. Et après ça, je pense que ça peut augmenter. Donc, ça, c'est vraiment des termes techniques et j'en ai essayé. Donc, sur 500 mètres carrés avec un investissement de 300 000, à partir du 6e mois, tu peux déjà te payer 175 000 francs le mois durant 12 mois jusqu'à ce que tu prennes vraiment la routine et que la chose s'améliore au mieux. Donc, ce que je dirais aussi sur cette plateforme, c'est qu'aujourd'hui, chacun de nous jeunes, nous avons des visions. Et il ne faut jamais laisser quelqu'un venir guider ta propre vision. C'est comme une voiture, tu es au volant, il faut conduire, mais il faut savoir conduire, il faut savoir là où aller. Donc aujourd'hui, nous avons plus de jeunes passionnés. Je dirais que l'Afrique a vraiment des talents. L'Afrique est encore vierge en termes de développement, surtout en matière d'agroécologie, en matière d'agriculture. Nous avons toujours le terrain qui est vierge. Donc, c'est à nous de pouvoir valoriser et de mettre toutes nos compétences possibles pour pouvoir en tirer profit tout en gardant aussi notre environnement toujours sain. Donc, moi, j'invite pas mal de personnes, surtout les jeunes, de s'engager. Il ne faudrait pas qu'ils regardent le niveau d'études. Le niveau d'études, on s'en fout, on s'en fout mal de ça, quoi. Donc, il faut s'investir, il faut laisser les paperasses, il faut croire, il faut laisser vraiment la croyance des gens qui pensent que nous avons fait de longues heures. Razak, je pense qu'on a un petit problème. Hein. Allô? Ouais, on l'a perdu. On l'a perdu apparemment. Donc, en tout cas, j'espère que ces 1h20 ont été très fructueux pour ceux qui nous suivent. Nous allons nous en arrêter là pour ce live, pour ce Targo Bootcamp Time. Le prochain, c'est le samedi prochain et nous allons parler d'agriculture urbaine. Donc, prenez le rendez-vous, ça sera à la même heure. Et restez connectés aussi sur cette page pour être informés de nos prochaines formations, nos prochains lives aussi. Merci beaucoup aux différents intervenants. Merci Paula et Tankonia. Merci France de Dravo. Merci à Razak qu'on a perdu finalement. On retient que l'agroécologie, il faut le faire par passion, qu'elle est bien rentable et que nos 3 intervenants en vivent de cette activité-là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Razak a commencé depuis 11 ans. Donc, c'est réellement un domaine dans lequel il faut se lancer si réellement on pense à son environnement, on pense à la santé de la nature et à la santé humaine qui sont importants. Donc, merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine édition d'Agro Bootcamp Times. Bye bye. Ça.